est-ce que les personnages féminins peuvent être remplacés par une lampe ? Si oui, c'est probablement que l'œuvre est trop centrée sur les personnages masculins et ça marche du tonnerre. Alors pour commencer, je vais vous présenter rapidement Chloé Delhomme. Depuis vos débuts en 2000 avec les Mouflettes d'Atropos, vous avez signé plus d'une vingtaine de livres, dont Le Cri du Sablier, Une femme avec personne dedans, Les sorcières de la République et très récemment, en septembre, Le Cœur synthétique, un roman qui raconte les tribulations amoureuses d'une presque quinquagénaire, récompensé cet automne du prix Médicis. Vous avez longtemps creusé la veine de l'autofiction à votre manière, souvent expérimentale, et d'une écriture sous influence hétéroclite, qui vont aussi bien, ces influences d'Antonin Artaud à Guyotat, en passant par Buffy contre les vampires et les jeux vidéo. Vous écrivez aussi des essais, dont le récent Mes bien chères sœurs, paru en 2019, c'était un manifeste féministe, et vous avez coordonné tout récemment l'ouvrage collectif intitulé Sororité, donc qui regroupait des signatures comme celle d'Iris Bray, d'Alice Coffin, de Jeanne Chéral, de Kiemis et bien d'autres. Vous chantez aussi, vous avez sorti un album il y a très peu de temps qui reprenait en fait votre personnage d'Adélaïde, l'héroïne du Cœur synthétique, et l'album est baptisé Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine. Alice Zeniter, vous êtes romancière, scénariste, dramaturge et traductrice, metteuse en scène aussi, et puis bientôt cinéaste. Donc. Vous avez publié votre premier roman 2-1 = 0 à 16 ans. On suivit Jusque dans nos bras ou encore Sombre dimanche, récompensé du prix du livre inter en 2013. En 2017, votre roman L'art de perdre, une saga familiale en partie inspirée de votre famille Arki, a connu un très très vif succès et vous a valu le Goncourt des lycéens. Et en septembre dernier, vous avez publié Comme un empire dans un empire, un roman ambitieux qui mettait en scène un assistant parlementaire et une jeune hackeuse. Et vous venez également de signer un texte mordant qui était écrit au départ pour la scène, intitulé « Je suis une fille sans histoire » sur la place des femmes en littérature. Alors, vu la présentation que je viens de faire, ma première question va sembler peut-être un peu oiseuse ou superflue, mais je voulais d'abord vous demander si, l'une comme l'autre, vous vous considérez comme des écrivaines féministes. Oui. Le débat va durer donc 10 minutes. Pareil. Très bien, on va essayer de développer un petit peu. Est-ce que vous pourriez me dire ce que ça signifie pour vous ? Et surtout, je pense, puisqu'on est aussi là quand même pour parler de littérature, comment ça se traduit littérairement dans vos livres ? Alice. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui passe beaucoup par la réflexion sur la construction des récits, c'est-à-dire de prendre en compte le fait que j'ai été élevée dans une fabrique de récits qui est une fabrique de récits qui appartient à une société patriarcale et dans laquelle en fait les agents moteurs sont le plus souvent des hommes. Et donc c'est essayer de se dire qu'en fait d'une certaine manière, les modèles qui, moi, m'ont manqué en grandissant, qui faisaient que quand je voulais m'identifier à quelqu'un qui vivait des choses intéressantes, il fallait toujours que je fasse un saut de genre et que je me projette dans les personnages masculins. Maintenant, il y a cette envie de se dire, mes personnages féminins, en fait, je veux qu'ils aient leurs propres enjeux. Qui ne soient pas les sidekicks ou les adjuvants de personnages masculins. Je veux aussi ramener non seulement une sorte de dignité qui appartient donc à la dimension humaine des personnages, mais aussi une dimension artistique dans la description de choses qui appartiennent à l'univers féminin, donc pas au sens où il y aurait une essence du féminin, mais plus au sens où c'est des aires, des domaines, des endroits, des activités qui ont été réservées aux femmes parce que les femmes y étaient cantonnées, de dire ça n'est pas honteux. De passer des dizaines et des dizaines de pages à décrire ces choses-là. Je crois que je suis très touchée aussi par le discours de Toni Morrison qui disait que quand elle écrivait Sula, en fait le
le fait de montrer une amitié entre femmes, et là ça va, je pense, aussi beaucoup rejoindre ce que tu fais, Chloé, mais se dire que cette relation entre femmes, ces discussions entre femmes sur autre chose que des hommes, est quelque chose qui n'avait pas eu de place en littérature, et qui avait aussi en fait très peu de place dans une société, parce que dans une société hétéronormée et sexiste, les femmes entrent en compétition pour avoir le bon parti, et donc ces amitiés entre femmes sont très peu existantes. Donc l'idée de décrire ces domaines, de dire ils sont dignes d'être décrits et ils peuvent donner naissance à des pages qui sont du plus bel art, c'est quelque chose qui alimente ce que je considère être une pratique féministe de la littérature. Et pour vous, Chloé ? Moi, au début, j'ai pas vraiment fait exprès, c'est-à-dire que le premier texte, moi, je suis plutôt sur une ligne sororale et un peu misandre. Le premier texte, dans les mouflettes d'Atropos, il y a des prostituées qui se rebellent et qui font des actes d'émasculation, et il y a un truc qui s'appelle le bito-extracteur, c'est un micro-ondes qui a été bricolé pour qu'on fasse des choses avec. Et puis après, le Cri du Sablier parle du féminicide de mes parents, donc du coup j'étais sur ces choses-là au début en faisant pas exprès, et après, comme j'étais beaucoup dans l'expérimental et que ma chapelle c'était vraiment la littérature, grand L, vive la poésie, il y a eu un moment donné où 2016, Les sorcières de la République, mais il a été très long à écrire ce livre-là, où je me suis dit peut-être que l'esthétisme et la bataille de Don Quichotte pour sauver la poésie était peut-être pas bizarrement l'urgence. Et puis surtout parce que c'est une bataille avec l'hégémonie du roman que j'avais bien compris qu'on avait définitivement perdu, et puis les séries sont arrivées après, donc... Et du coup, il y a eu une volonté de s'emparer des sujets. Et du coup, c'est vrai aussi que mon registre stylistique est clairement descendu d'un cran. La dame n'est plus imbitable, parce qu'il faut communiquer. Donc imbitable, c'est le mot. Tant qu'à faire. Donc du coup, oui, c'est plus volontaire depuis 2014, quand j'ai commencé Les Sorcières. Oui, donc est-ce que c'est une contrainte en fait dans votre processus d'écriture de justement veiller à ce que le personnage féminin ait un rôle central, de veiller, vous parlez dans votre essai Je suis une fille sans histoire, vous faites évidemment référence à Alison Bechdel, cette autrice de bande dessinée américaine il y a un test qui porte son nom justement pour voir si une œuvre est féministe, il faut qu'il y ait, alors je ne sais plus quelles sont toutes les règles. Alors, il y a 3 critères, c'est très simple. Premier critère, l'œuvre doit contenir 2 femmes qui soient nommées à l'égal des hommes. C'est-à-dire que si les hommes ont droit à un prénom et à un nom de famille, les femmes doivent avoir aussi un état civil complet, pas juste le petit surnom mignon, amoureux, etc. Deuxième critère, ces femmes parlent ensemble. Troisième critère, et c'est généralement là que ça devient plus compliqué, elles parlent d'autre chose que d'un homme. Donc ça ne suffit pas en fait à ce qu'une œuvre soit féministe, mais ça permet quand même de déceler assez rapidement si l'œuvre est trop centrée sur les figures masculines. Après, il y a cette scénariste américaine qui a fait notamment le scénario de Captain Marvel, et là dont le nom m'échappe, qui elle utilise un test encore plus simple et plus court, c'est est-ce que les personnages féminins peuvent être remplacés par une lampe ? Si oui, c'est probablement que l'œuvre est trop centrée sur les personnages masculins, et ça marche du tonnerre. Alors justement, quand vous écrivez, est-ce que vous posez cette question ? Est-ce que mon personnage féminin pourrait être remplacé par une lampe ? Enfin, je veux dire concrètement, et c'est aussi un point qui est très intéressant dans Je suis une fille sans histoire, vous montrez bien que la littérature, l'art romanesque repose depuis la nuit des temps, depuis Aristote, on va dire, sur le même schéma. C'est toujours en gros, vous dites, c'est un mec qui fait des trucs. Donc c'est un héros, si possible masculin, qui va accomplir des exploits, surmonter des obstacles, et voilà, et ça suit une espèce de schéma en forme de montagne. Est-ce que, et ça vous en aviez beaucoup parlé au moment de la sortie de Comme un empire dans un empire, est-ce que écrire une œuvre féministe, ça demande aussi de repenser la façon dont on construit un récit ? Alors oui, parce que je pense que d'une certaine manière, il y a
il y a un peu, pour simplifier, pour schématiser, il y a deux voies qui se présentent. La première, ce serait de reprendre ce schéma narratif qui a été forgé sur des histoires d'hommes qui font des trucs, et de dire, bon, bah, très bien, je le reprends, butin de guerre, et je le réutilise. Et donc, dans le même schéma narratif, je vais placer des personnages. Et là, ça voudrait dire créer des personnages de femmes qui soient super puissantes. Je pense que justement, je parlais de Captain Marvel, c'est cette lignée-là. Mais il y a aussi une autre possibilité qui est de dire ces histoires, dont je dis avec Ursula Le Guin dans Je suis une fille sans histoire que c'est des histoires de chasseurs qui se sont imposées au détriment des histoires de cueilleurs. Donc justement, ces histoires ont effacé les récits de cueillette. Et faire de la littérature féministe, c'est aussi peut-être réfléchir à quels sont ces récits de cueillette dont on a jugé que les formes étaient inintéressantes, trop petites, trop répétitives. Comment on arrive à les ramener sur le devant de la scène. Il y a par exemple une spécialiste en narratologie américaine qui s'appelle Susan Lander, qui dit, par exemple, moi j'ai l'impression que les outils qu'on a pour réfléchir au récit, ils sont pas bons parce que, notamment le terme d'intrigue, de plot en anglais, il est construit sur un corpus uniquement de récits masculins d'hommes qui font des trucs. C'est de Stevenson. En gros, on a pris ces romans d'aventure où des hommes partent comme ça et vont conquérir des territoires. Et ce qui fait que pour décrire les romans de femmes, il reste que le terme plotless. Donc on définit par la négative. Donc il y a un peu ce truc de se dire, bon, alors si les romans qui parlent de femmes qui ne vont pas découvrir des îles au trésor sont tout le temps plotless, si la femme est un être sans pénis, comme le dit Freud, enfin si tout ce qui existe comme ça dans le tiroir à outils des mots, c'est de la négative, c'est probablement qu'il faut changer de lunettes et créer nous-mêmes nos outils d'analyse qui fassent qu'on n'est pas tout le temps dans il y a un défaut d'intrigue. Mais c'est très compliqué. Comme un empire dans un empire, j'essayais de jouer sur une sorte de double chose qui était de commencer à mettre en place les pions d'une intrigue classique, avec même des éléments un peu de genre, de scène d'espionnage, et puis de les abandonner, de les faire déraper, de les faire patiner. Et en fait, beaucoup de gens considèrent que j'ai raté mon livre parce qu'ils ne voient pas que c'est volontaire. Ils se disent, je sais pas, elle a merdé, il n'y a aucune résolution. À la fin, on ne sait pas vraiment qui est le coupable. On ne sait pas. Elle a dû faire une attaque au milieu de l'écriture. Les gens s'inquiètent pour moi. Et du coup, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre un mode d'emploi sur la 4e de couverture, justement dessiner le schéma narratif et dire, juste avant le climax, j'ai décidé de faire patiner toute la narration. Vous êtes perdu, c'est normal. Vous ressentez un léger malaise, c'est le but. Et réfléchissons ensemble à pourquoi ce schéma narratif canonique nous rassure alors qu'il devrait nous ennuyer un peu. Et vous, Chloé, alors vous disiez, souvent les livres dits féministes ou avec des personnages féminins sont dits plotless ou en tout cas définis par la négative, ou alors souvent considérés avec beaucoup de mépris et de condescendance. Je pense notamment à un genre dit féminin qui est celui de la chick lit ou de la littérature pour poulettes. Donc, en gros, l'exemple le plus célèbre de ça, c'est Bridget Jones. Et vous, Chloé, dans Le cœur synthétique, finalement, moi, c'est l'impression que j'ai eue évidemment en lisant votre roman, c'est que vous avez détourné ce genre estampillé féminin, mais donc avec tout le mépris que ça dénote. Est-ce que là aussi, c'était une démarche consciente de votre part ? Oui, complètement. C'est-à-dire que moi, j'aime bien détourner des formes. J'ai pas cette maîtrise de la narration. Enfin, moi, c'est vraiment une sorte de déstructuration, réappropriation de formes existantes. Et quand j'ai constaté que soit je faisais une dépression, soit je faisais un livre, je me suis dit, on va y aller en frontal. C'est une histoire de bonne femme de 48 ans, c'est dramatique, on va faire Bridget Jones. Donc je l'ai pas lu en entier, il m'est tombé des mains, mais j'ai quand même vu un peu comment c'était foutu, d'où la succession de péripéties, et le but du jeu était de se réapproprier et d'en faire quelque chose qui finit en empowerment, ce qui à la base finit juste par elle va trouver l'amour et avec un mari tout est gagné et c'est la fête des lapins bleus. Donc le but du jeu était de vraiment ça, quoi. Et je pense que ça fonctionne parce que du coup il y a beaucoup de distance et de dérision, et en même temps on voit bien que le canevas est complètement foutu en l'air.
Oui, finalement, toutes les deux, là où vous vous rejoignez, c'est dans la façon dont vous déjouez les attentes que suscite un genre. Soit vous, c'était un peu le roman d'apprentissage, le roman d'initiation, avec des personnages, une espèce de Rastignac moderne, notamment à travers le personnage de l'assistant parlementaire. Et vous aussi, vous déjouez les attentes de la comédie romantique, puisqu'il n'y a pas forcément, sans divulgacher, comme on dit, il n'y a pas de résolution sentimentale. Donc j'imagine quand même que ça demande un effort supplémentaire. En tout cas, un effort d'imagination supplémentaire, puisque de sortir justement des schémas préétablis. Oui, mais c'est un peu, je sais pas, j'ai l'impression que tout le travail de l'écriture, c'est ça aussi. C'est notre boulot. Ouais. C'est qu'au-delà de la construction, etc., des personnages ou des événements, même le travail sur la langue, c'est ça, c'est de pas laisser un mot arriver par habitude, par ce que les linguistes appellent la colocation, qui fait que voilà, ce mot, il va toujours venir avec cet adjectif. On est juste en dessous du cliché dans la colocation, donc justement, ça passe beaucoup plus facilement. Et moi, je sais que ça fait partie, ça fait partie de ce que je considère le moment le plus important dans mon travail d'écriture, c'est quand je reprends vraiment le texte mot à mot en me demandant est-ce que je voulais ce mot-là ici ou est-ce qu'il est arrivé par paresse, sans que vraiment ce soit moi qui l'amène, quoi. Est-ce qu'il s'est glissé dans les bagages du langage, etc. Donc c'est ça, l'effort et la curiosité et l'appétit pour moi de l'écriture vient de là, quoi, dans le fait de s'extraire d'une sorte de sédimentation pas très intéressante de la langue ou de l'histoire. Mais justement, c'est aussi peut-être, encore une fois, je parle de contrainte, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, d'avoir cette volonté présente à l'esprit quand vous écrivez, encore une fois, d'avoir des personnages féminins forts, de déjouer les attentes. Est-ce que ça vous... Comment dire ? Ça vous aide finalement à écrire et à sortir un peu des sentiers battus et des clichés littéraires ? J'avoue qu'en fait, c'est pas super conscient pour le coup. Enfin, ce qui était conscient, c'est ce que j'expliquais précédemment, le geste modifié plus frontal. Après, non, c'est pas aussi pensé. Je suis pas quelqu'un de très intellectuel, donc du coup, il y a un côté un peu bestiole qui réagit, hélas. Alors, vous avez commencé un peu à en parler, Alice. Il y a aussi, encore une fois, dans la façon dont parfois la littérature faite par des femmes, des autrices, peut être méprisée, c'est que c'est toujours ramené à une certaine forme. Soit c'est plotless, soit c'est la littérature du corps, la littérature de l'intime, donc la littérature sans intrigue aussi. Et il y a toujours cet éternel débat, mais je serais curieuse de vous entendre sur ce sujet, de la littérature dite féminine. Alors, on en parle évidemment depuis des décennies et des décennies. Il y avait notamment un des marqueurs dans ce débat, c'est Hélène Cixous, évidemment, qui disait « j'écris femme, il faut que la femme écrive femme ». Et en revanche, quelqu'un comme Monique Wittig ne voulait absolument pas qu'on parle de littérature féminine. Donc, comment est-ce qu'on articule ce débat littérature féminine, littérature féministe, et comment vous vous situez par rapport à ça ? Tu veux commencer à répondre, Chloé ? Parce que là, pour le coup, moi, je pense que je suis en bordel. Ouais. Dans ce temps-là. Non, moi, on m'a déjà posé la question, alors je peux m'en sortir. Moi, je pense que c'est... Enfin, je pourrais même me faire taxer d'essentialisme comme une grosse truie. Je considère vraiment que mon geste est authentiquement féminin, que ma colère est une colère de femme, que les violences subies se ressentent dans l'écriture et que finalement toutes mes thématiques sont liées à ma condition de femme. Donc c'est pareil, c'est assez organique et pas très réfléchi. Après, des fois, il peut y avoir des plantades à cause de ça, c'est-à-dire que Les Sorcières de la République, j'ai voulu raconter l'histoire d'un matriarcat qui prenait la place du patriarcat et montrer que c'était un échec sanglant, sauf que j'utilise le terme sororité une fois au bout de 300 pages, et ce qui fait qu'on a juste l'impression que j'ai fait un livre antiféministe, en fait. Ce qui était une grave erreur. J'aurais dû c'est pour ça que j'ai fait Bien cher sort après. Mais il y a quelque chose de spontané en fait dans cette condition-là. Et après, bon, je sais pas. C'est aussi comment on se positionne comme femme dans le champ. C'est-à-dire par ailleurs dans le quotidien, je suis plutôt une high femme. Je suis plutôt bon. Donc du coup, il y a un côté presque chevillé au corps.
Et puis après, il y a la question, mais ça c'est plus depuis l'affaire MeToo, de ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et là, pour le coup, comme écrivain de chapelle, grand L, la littérature et la poésie, je considère qu'on est un peu gardienne du dictionnaire. Et du coup, il y a une importance considérable. Le fait que sororité soit revenu dans le vocabulaire courant, pour moi, c'est juste ça, c'est la victoire de ma vie. Enfin, c'est. Oui, parce que vous le dites dans l'introduction de l'ouvrage collectif dont je parlais, sororité, c'est un terme qui existe depuis le Moyen Âge. Depuis le Moyen Âge, et puis quand l'Académie française est née, comme par hasard, le mot pouf, disparition. Et après, retour dans les années 70 avec les féministes françaises. Et après, pouf, redisparition. Maintenant, c'est bien, ils en font des t-shirts chez Monoprix, c'est merveille du monde. Mais au moins, bon, bah voilà, c'est passé, c'est comme féminicide. Moi, ça me fait un bien fou qu'on arrête de dire drame conjugal, il était fou drame d'amour. Passionnel. Non, c'est hyper important. Et mon cheval de bataille bientôt, et je pense que je vais harceler Patrick Grinville, que je vois au Comité du Seuil, qui est académicien, c'est qu'il nous fasse bouger la définition de misandrie dans le dictionnaire. De quelle manière ? C'est-à-dire que misandrie dans le dictionnaire, pour l'instant, on considère que c'est l'antonyme de misogynie. Or, la misandrie n'est pas « oh, il a une bite, je vais le mépriser ». La misandrie, c'est le problème d'un représentant d'un système. C'est la phallocentrie qui est en problème. Dans la misandrie, c'est pas un rejet... d'une caste, et ça je pense que ça serait nécessaire qu'il y ait quelque chose. Et puisqu'on est sur le terrain du vocabulaire, j'ai employé plusieurs fois un mot qui parfois fait saigner quelques oreilles, celui d'autrice. Est-ce que vous, c'est un mot que vous utilisez pour vous définir l'une et l'autre ? Moi, je l'utilise depuis longtemps, et je me le faisais corriger dans les livrets. Quand on vous demande la bio, quand vous faites un festival ou un truc, je mettais autrice, et je me retrouvais avec auteur. Donc après, je criais, tout ça, c'était bien. Hystérique. Au minimum. Moi, je l'utilise de manière beaucoup plus récente. Et j'ai fait partie des gens qui disaient « oh, c'est moche ». C'est bizarre. Écrivaine aussi, où je disais c'est moche quand même, j'entends le veine très très fort. Et j'en discutais parce que c'est toujours aussi... je pense que la littérature est aussi une expérience très forte de gratitude, de passage, d'héritage, et que tout livre est toujours un peu un livre de dettes. Et je trouve important de reconnaître mes dettes. Je dois à Kautar Archi le fait d'avoir commencé à utiliser autrice, puisque j'avais organisé une table ronde avec elle, Chloé Corman et Julia Kerninon au Salon du Livre il y a 5 ou 6 ans déjà maintenant. Et je dis à Kautar à la sortie de cette table ronde que j'ai vraiment du mal. Et elle me dit en fait, à partir du moment où le mot est minoritaire, tu ne peux pas considérer que tu portes réellement un jugement esthétique. Si autrice était utilisée à la même fréquence qu'auteur, je pourrais entendre le fait que tu trouves ça moche. Mais en l'occurrence, c'est quoi ? C'est 1% d'apparition comme ça d'autrice. Et donc, en fait, c'est pas du tout l'esthétique du mot que tu juges. C'est la surprise et le pas de côté que ça fait faire à ton oreille. Donc, en fait, prononce-le tous les jours. Et si, après l'avoir dit pendant 2 ans, tu me dis encore que tu trouves que ça ressemble à autruche, je validerai un jugement esthétique. Et donc, j'ai commencé à dire autrice. Et maintenant, je pourrais pas le dire autrement. Et j'avoue que voilà, j'ai plus aucune illusion sur le fait qu'il y ait quoi que ce soit d'inesthétique dans autrice. Et donc quand j'entends les gens qui me disent oui mais quand même je trouve ça moche, je passe le conseil. Je dis, répétez-le tous les jours. C'est un argument qui est extraordinaire, hein. Je trouve ça super futé. Elle est très forte, Kautar Archi. Qui sort d'ailleurs un très beau roman à la rentrée en septembre. Alors je pense que nos auditeurs, le public aura pu le saisir. Vous êtes quand même toutes les deux assez drôles et cet humour transparaît. Alors je dis pas dans tous vos livres. Muriel Robin sort de ça. C'est un spectacle de stand-up d'ailleurs. Mais d'ailleurs votre essai, Je suis une fille sans histoire, était donc écrit pour la scène. Alors et c'est vraiment, vous faites de la narratologie, un spectacle comique. Il fallait quand même le faire. Moi, je trouve ça très, très fort. Est-ce que l'humour, ça peut être une arme politique ? On sait que les féministes, les militantes féministes l'utilisent beaucoup, que ce soit des groupes comme La Barbe ou d'autres, ou les Guerilla Girls. Enfin, voilà, ça fait vraiment partie du militantisme féministe. Est-ce que pour vous, c'est une arme littéraire, une arme militante ou rien de tout ça ?
Je pense, je pense que pour moi, ça revêt une connotation plus importante dans un contexte de militance, du fait que les adversaires du féminisme ont tendance à portrayer les féministes comme des femmes dépourvues d'humour, mais dépourvues de toute notion en fait de plaisir. Il y a cette idée que nous serions forcément austères, agressives, amères, mal baisées, à l'écart de comme ça tous les plaisirs de la vie. Et je ne connais pas de meilleure réponse à ça que de partir d'un grand éclat de rire et d'entraîner les gens dans un éclat de rire encore plus grand, et de dire en fait ce chemin que je suis en train de parcourir, c'est une joie. Et c'est la même chose, on parlait tout à l'heure de réfléchir de manière consciente, retravailler ces histoires de manière consciente pour que ces histoires incorporent des éléments féministes. C'est quelque chose qui peut faire pousser des cris d'orfraie à la réaction, en fait, où tout à coup c'est une sorte de « alors on peut plus rien dire, alors il faudrait tout le temps se relire pour ne pas laisser passer des choses, alors c'est du contrôle, mais c'est le contraire de ça. C'est de l'appétit et de la curiosité pour quelque chose qui n'a pas été fait. Et donc c'est de la joie. C'est le contraire de l'austérité. C'est le fait de dire je vais aller passer la barrière pour voir ce qu'il y a dans le champ d'à côté, et je veux pouvoir compter toutes les fleurs et pas seulement les pissenlits. C'est du plaisir, et c'est charnel, et comme le rire l'est. Et donc oui, être une féministe qui rit, c'est militant d'une certaine manière. D'ailleurs, le livre, je parlais d'Hélène Sixou tout à l'heure, c'est Le rire de la méduse. Et pour vous aussi, donc, parce que pour celles qui n'auraient pas lu Le cœur synthétique, c'est très drôle. Certes, Adélaïde va mal, mais ça, elle va pas bien, va bien du tout. Hein. Mais bon, elle n'est pas vraiment gâtée par la vie en plus. Hein. La vie ne lui fait pas de cadeaux, et pourtant c'est très drôle. Est-ce que pour vous, comment l'humour intervient dans votre travail? Alors, toujours après c'est des trucs de nature, mais depuis toujours, moi, je suis pas très argument d'autorité citation, mais j'adore Karl Kraus avec La situation est désespérée, mais elle n'est pas grave. C'est un peu ça, et je ne regrette rien sont un peu mes deux. Et du coup, c'est l'humour noir plutôt chez moi d'habitude, mais bon, c'est un truc qui permet de désamorcer, qui était présent indépendamment du féminisme, juste parce que mes 15 premiers livres ne sont que torture, meurtre et folie, donc et suicide. Donc il fallait bien alléger. Après, sur la question du féminisme, c'est vrai que bon, moi j'avais une expérience de militantisme ultra-gauche quand j'avais la vingtaine, où l'âpreté, l'austérité, ça me sursoulait complet. D'ailleurs, j'ai fui. Et c'est vrai aussi qu'après, quand j'ai fait Mes bien chères sœurs, qui était du militantisme frontal, là, pour le coup, j'ai mis un point d'honneur à faire un côté stand-up dedans, parce que j'avais pas envie que l'aspect militant, il arrive aussi que des militantes féministes soient extrêmement sérieuses aussi, parce que le sujet l'est, et puis que c'est aussi un truc de militant, c'est-à-dire que la blagounette chez les militants, je pense pas que chez Extinction Rebellion ils s'éclatent. Je pense pas. Voilà. Donc moi je voulais, et du coup j'ai poussé le bouchon avec la petite blague du badaboum, même en disant voilà, si vous assistez à une sortie de route sexiste dans un dîner ou au bureau, au lieu de vous énerver sur le monsieur, vous le regardez, vous lui dites badaboum. Et puis ça peut marcher, mais il faut pas être toute seule, parce que j'ai beaucoup expérimenté, et c'est vrai que toute seule c'est un peu un ange passe, quoi. Mais on s'est fait une soirée à 4 qui était assez délicieuse. On les a saoulés. Un salon littéraire aussi, je dirais pas le nom des critiques, mais les filles étaient au taquet, et il y a un critique qui s'en est pris tout le dîner. C'était assez délicieux. Mais ouais, c'est une arme efficace, et je pense que c'est une façon aussi de dédramatiser, parce que le frontal sérieux, l'ennemi n'entendra pas, et effectivement on se fait taxer de ce cortège d'adjectifs qui desservent.
Et puis ça permet peut-être aussi d'introduire cette distance nécessaire entre le pur manifeste, même si Mes bien chères sœurs en est un, et à sa manière, Je suis une fille sans histoire aussi, donc entre le manifeste et la littérature. Parce que c'est peut-être cet équilibre aussi qui est difficile à trouver quand vous dites écrivaine féministe. La littérature, tout est dans la distance. Enfin, c'est peut-être une espèce de phrase toute faite que je prononce là, mais voilà, défendre une cause, y adhérer et en même temps trouver cette distance littéraire dans la langue, dans l'écriture. Comment on articule ça pour pas être simplement passeuse je vais pas dire d'une idéologie, mais d'une cause? Parce que par exemple, vous, Chloé, vous faites très attention à la langue. Vous êtes une styliste. Par exemple, le chœur synthétique, ça se lit presque comme une chanson. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y avait plein d'alexandrins cachés dans le livre. Donc, comment on trouve ce petit décalage, ce jeu, en fait? Le jeu, il se fait dans la langue, il se fait dans les blagues, il se fait dans les blagues référencées aussi. C'est-à-dire, plutôt que de faire un chapitre pur sur la culture du viol, j'ai trouvé plus rigolo de faire un petit récit de quand j'étais ado et qu'on se tapait Cocorico Cowboy. Alors, les plus jeunes ne voient pas ce que c'est que cette horreur, mais il y avait Jean Roucas pris à pic et des femmes à moitié dénudées. Enfin, c'était la télé française des années 80. Plutôt des petits décalages comme ça. Après, c'est vrai que la force de frappe quand je pratique l'alexandrin blanc avec une forme de lyrisme ou un truc avec des assonances baroques et tout, non, même dans le chœur synthétique, ça va être des passages pour que la pauvre chérie, mais certainement pas pour faire du frontal. C'est pas adapté. Je pense qu'il y a la poésie se prête assez mal au militantisme, en fait. Enfin, de mon point de vue. Donc effectivement, la blague reste l'arme la plus efficace pour la distance. C'est aussi parce que ça tape plus fort. Ça tape plus fort, je pense, que quand on crie. Ça reste plus. C'est moins impressionnant, ça donne envie aux copines de s'y mettre, alors que si le geste, c'est de se lever et de crier, y en a plein qui n'ont pas la force ou qui osent pas. Alors que la blagounette décalée, ça, tout le monde peut le faire. Donc, c'est plus accessible. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, puis je crois que pour moi, il y a aussi dans la capacité à faire rire quelque chose qui abolit les distances. C'est-à-dire que tout à coup, ça crée du commun. Et ça peut être la distance, par exemple, la distance entre l'autrice et la lectrice, qui est donc où finalement tout le message est transmis par un livre, il est figé dans le papier, le livre a peut-être un certain nombre d'années, etc. Mais dans l'éclat de rire qui prend la lectrice, qui a été voulu par l'autrice, il y a une sorte d'illusion de la présence et de la fusion absolue. Il y a aussi cette capacité à créer du commun. Enfin, pour moi, c'était important dans Je suis une fille sans histoire, c'est que je me disais, si le public peut rire avec moi, alors je descends un peu de ma stature professorale. Le rire, tout à coup, vient couper les jarrets de la verticalité dans la transmission du savoir. Je dis, si la connerie que je sors vous amuse, alors on est un peu les mêmes. Et donc, ne laissez pas à distance les choses que je viens vous amener parce qu'elles ont un nom compliqué, comme triangle sémiotique, ou si on arrive à faire des blagues dessus, alors ça veut dire aussi, voilà, tout ce que j'ai dit est un bien commun. On peut le partager ensemble, etc. Et cette manière de faire communion qu'a l'humour est très très belle. Mais je pense que d'une certaine manière, les larmes peuvent créer ça aussi, mais je m'en méfie un peu plus. Je les trouve plus anesthésiantes dans la réflexion de ce qui est partagé. Et puis pour le coup, mon premier livre, celui que j'ai publié à 16 ans, comme je l'ai écrit à 14, j'étais vraiment dans un pathos adolescent. Et avec une idée que je savais ce qu'était la douleur qui brûlait, et donc j'ai écrit un livre en me disant chaque phrase devra faire pleurer. Tu vois, à chaque phrase, il faut que les gens comprennent que j'ai compris ce qu'était la douleur dans ce monde. Et cette première expérience, suivie d'une publication, parce que j'ai pas eu le bon goût de me dire que peut-être c'était un peu adolescent et que je pouvais le laisser dans un tiroir, fait que du coup je me tiens maintenant un peu plus à l'égard de ma veine pathétique. Je sais qu'elle est là, mais je mets des mouchoirs dessus, quoi.
Alors depuis quelques temps, essentiellement depuis MeToo, depuis ce que vous appelez l'apocalypse d'après Weinstein dans Mes bien chères sœurs, le féminisme c'est devenu, je vais pas dire un filon éditorial, en tout cas c'est très très présent. Il y a une déferlante de titres estampillés féministes à tort ou à raison, en tout cas énormément de livres qui s'en réclament. Je crois que le magazine professionnel Livre Hebdo parlait de boom de l'édition féministe, je cite mes sources. Alors comment faire justement pour qu'il n'y ait pas un risque? Vous parliez des t-shirts Monoprix sororité. Comment faire pour qu'il n'y ait pas un risque de, je vais pas dire de banalisation, parce que si le féministe était banalisé, on pourrait peut-être s'en réjouir, mais en tout cas de récupération, et surtout, pour vous qui êtes écrivaine, comment faire pour qu'il n'y ait pas que ça ne devienne pas un cliché littéraire? Alice, comme ça, c'est mon tour. Alors, j'avoue que moi, je sais pas, et que ça me fait peur. Parce que c'est pas assez. Enfin, bien sûr, en fait, je comprends ce que tu disais sur la joie de voir sororité revenir dans le langage, ou que féminicide se soit imposé à la place des euphémismes dégueulasses courants. Mais évidemment, c'est pas suffisant de marteler des termes. Et si ces termes, à force d'être martelés, ils s'émoussent. Et qu'ils deviennent galvaudés avant que les changements de mœurs aient pu avoir lieu, on aura perdu la bataille. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai très peur en permanence. C'est-à-dire de dire, par exemple, certains termes en fait constituent des marqueurs. Et ça veut dire que pour les gens qui a priori n'ont pas un excès de bienveillance envers le féminisme, ça va les faire tiquer, ça va les faire éteindre leur radio, ça va les faire et je me dis, alors est-ce que en fait il faudrait double ruser, il faudrait utiliser tout le temps des périphrases comme ça pour pouvoir se glisser dans le cœur des gens, et comment on évite aussi ce côté un peu de quelle couleur on utilise pour le washing féministe? C'est parce que pinkwashing, c'est plutôt sur non, c'est du purple. Purple washing, voilà, le côté purple washing qui consisterait à mettre ici ou là une petite allusion, je sais pas, justement une petite allusion à MeToo, un truc, et puis de dire bon bah du coup on a fait avancer la cause. C'est pas vrai. Il y a voilà, par exemple, le mot systémique est quelque chose qui généralement agace les adversaires du féminisme ou de toutes les oppressions, de tous les gens qui dénoncent des oppressions systémiques. Mais le problème étant donc systémique, tant qu'on n'a pas changé les structures de pouvoir, on aura beau incorporer certains termes de vocabulaire, on n'aura pas fait un dixième du chemin. Et donc voilà, j'ai peur de l'effet de mode qui consiste à incorporer sur des t-shirts, sur les néons des défilés de mode, etc., des grands mots-clés pour faire croire qu'il y a eu une avancée colossale, alors qu'en réalité, on se préserve bien de faire les changements qui sont nécessaires. Donc je suis très inquiète, en fait. En même temps, je suis très joyeuse de ce qui se passe, et d'un autre côté, je suis très inquiète de savoir comment ça va pouvoir durer. Moi, je serais inquiète juste sur l'éventuel backlash qui pourrait surgir derrière. Après, je me dis que, je sais pas, j'ai une mauvaise hygiène de vie, je serais peut-être morte. Mais je suis pas pour le quotidien, en fait, je suis pas si inquiète que ça, moi, pour une question d'échiquier, en fait. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment donné où les Alain Finkielkraut et consorts vont partir à la retraite. On va y assister, même si je suis plus toute jeune. Et par ailleurs, la génération des 20-25, chez les filles comme les garçons, c'est tellement pas la même chanson que les enfants des années 70. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, alors c'est rigolo parce que vraiment le rapport au concret, au contemporain, à part la littérature, et me dire, j'ai découvert Christine Angot sur son premier livre et je vois son évolution et c'est merveilleux comme expérience. Le reste, j'en avais rien à foutre. On m'avait promis les voitures qui volent. Bon, j'étais un peu déçue. C'est sûr, il y avait Internet, mais tout ça, je m'en foutais un peu. Je me sentais pas dans mon époque. Moi, j'aurais voulu vraiment avoir mon âge toute ma vie entre 83 et 86. La musique était tellement mieux. Et là, pour la première fois depuis MeToo,
je suis excitée par ce qui se passe, je me sens concernée surtout parce que j'avoue que je me sentais vraiment pas concernée par le monde normal avant. Et je suis plutôt assez excitée, moi, en me disant, bon, j'ai peur de ce backlash, mais il va prendre 10 ans le backlash, il va pas en prendre 5. En 5, c'est encore le temps du violet qu'avance. Je sais pas, je trouve qu'il y a des déconstructions aussi sur les modèles de couple, les modèles de famille, sur les trucs sociaux qui sont assez excitants et qui sont liés au féminisme aussi, à l'évolution aussi du non-binaire ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est pas que je suis bah si, je crois que je suis confiante, mais dans la jeunesse. Ce qui pour une nullipare est quand même assez exotique. Mais du coup, non, je suis un peu inquiète quand je vois effectivement les tote bags à paillettes. Je suis un peu inquiète quand j'apprends qu'une grande marque a contacté une asso de musiciennes féministes pour que leur marque soit accolée. Enfin, tous ces trucs dégueulasses du capitalisme récupérant comme d'habitude. Mais non, je suis plutôt excitée, moi, de voir ce qui va se passer demain matin, quoi. Bon. Alors le backlash, oui, peut-être dans 10 ans, mais il y a des gens qui le vivent aussi. Ah non, mais c'est en même temps, c'est en ce moment aussi d'une violence folle. Enfin, je veux dire, moi, je donnerais pas être à la place d'Alice Coffin en 2021. Merci pour la transition, puisque Alice Coffin, donc, qui a participé à votre ouvrage Sororité, enfin l'ouvrage que vous avez dirigé, elle s'est notamment attirée les foudres de milliers de personnes pour avoir osé écrire dans son livre Le génie lesbien que là, ça allait provisoirement. Elle décidait de ne plus lire les hommes. Est-ce que ça passe par là aussi? Parce que c'est ce que vous démontrez très bien dans Je suis une fille sans histoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu l'éviction pendant très longtemps, pour différentes raisons qu'on va peut-être pas rappeler ici, mais des femmes de lettres. Soit parce que les femmes n'avaient pas accès à l'éducation et n'écrivaient pas, soit parce que les autorités critiques négligeaient leurs œuvres. Comment vous percevez déjà la levée de bouclier qu'a suscité la phrase d'Alice Coffin et comment on peut expliquer ce qu'elle a voulu dire en fait? Donner un peu de contexte à cette phrase. Alors, après le génie lesbien, il y a Geneviève Brisac qui avait écrit, comment il s'appelait son livre sur Sisyphe, non, sur les hommes et les femmes dans la littérature. J'ai oublié comment ça s'appelait. Bon, et ça commence sur cette déclaration de Nabokov qui dit « Je ne lis pas les auteurs femmes, elles ne boxent pas dans ma catégorie ». Et elle dit en fait, Nabokov a été capable de dire ça toute sa vie, sans que jamais on ne le reprenne, sans que jamais on lui dise « Mais vous ne trouvez pas que quand même c'est extrêmement violent envers les femmes? Quoi? Alors vous faites un tri dans votre bibliothèque, vous les avez brûlés, les livres des autres ?» Jamais personne n'a dit ça à Nabokov. Tout le monde a considéré que c'était un choix artistique de sa part et une hiérarchie qu'il avait établie dans ses goûts. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas faire l'inverse? Je veux dire, je trouve ça complètement fou qu'on ne voit pas le fait que et que on déforme aussi la manière dont les propos d'Alice Coffin ont été déformés sans aucune seconde de réflexion. Je trouve ça aussi fou en fait. C'est-à-dire que tout à coup on nous a dit cette femme dit qu'il faut arrêter mais tous, c'est-à-dire qu'on était tous et toutes concernés par cette injonction, comme si elle parlait pas de sa pratique personnelle, comme si en effet, elle avait envoyé des lettres à toutes les maisons d'édition en disant maintenant vous allez me faire le plaisir d'envoyer au pilon toutes ces conneries de type écrit par des gens qui ont des bites. Et enfin, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je sais pas, il y a une sorte de peur, de violence, d'inégalité là-dedans que je trouve complètement folle. D'autant plus que je sais aussi, en tant qu'écrivaine, que pour créer certaines formes, moi j'ai besoin aussi de me mettre dans un état d'esprit qui va faire que, je sais pas, que pendant 2 ans, je peux décider que je vais plus lire de romans qui ont cette caractéristique parce que ça pourrait venir me parasiter, ou que je vais lire, ou que je vais écouter uniquement tel type de musique parce que c'est ce dont j'ai besoin pour penser. Et donc, si à un moment donné, pour penser de manière plus libre hors du système patriarcal, on a besoin de ne pas lire des histoires qui répètent des schémas narratifs d'hommes qui font des trucs, eh ben très bien, foutez-nous la paix, quoi.
Chloé? Oui, bah c'est la même. Moi, c'est vrai que je suis assez attachée à la notion de matrimoine, qui est aussi un mot que j'essayais de défendre quand on m'expliquait que ce mot n'existait pas. Donc, ce qui est important, c'est la prise de conscience, je pense, et c'est la multiplicité d'interventions comme ça qui vont le faire. Je pense que ça a été... de toute façon, on est dans une période de crispation énorme puisqu'il s'agit de lâcher les privilèges en face. Donc, à partir du moment où on leur explique que la structure même de l'imaginaire est influencée par ces récits-là, c'est compliqué à entendre pour eux parce qu'ils perdent le lead, tout simplement. Donc je pense que la violence, on va s'enfader jusqu'à la fin de la violence. Même quand les boomers seront à la retraite, il y en aura d'autres qui seront habillés pareil et qui répliqueront de la même façon. Donc Mais je sais pas, c'est vrai que j'ai peut-être en ce moment j'ai une espèce d'optimisme. Alors c'est assez rare. Mais je pense que le combat la honte commence déjà à changer de camp. On a vu les déferlantes avec le MeToo inceste, le MeToo gay, surtout le MeToo gay, où là j'ai pris conscience que vraiment le monde leur appartient comme les corps qui s'y trouvent, point barre, quoi. Il y a pas... Je pensais que c'était que les femmes et les enfants avant, je pensais pas qu'entre eux aussi. Et non, ça va être une période violente en même temps. On y va en riant, mais c'est vrai que c'est une période qui est super violente. Mais vous vous rendez compte, on a 2 millénaires à faire tomber les privilèges. C'est un boulot de fou, mais on va y arriver. Et parmi ces tâches, là, de plus en plus, on parle aussi du sexisme dans l'édition. Il y a une enquête de Mediapart, vous avez témoigné, je crois, dans cette enquête, qui parlait notamment d'un éditeur aux pratiques tout à fait misogynes, voire pire. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez senti en tant qu'écrivaine, ce sexisme dans l'édition? Est-ce que ça a un impact dans votre travail? Je sais pas si, d'une certaine manière, je pense que ça a marqué aussi une certaine manière d'écrire, une certaine manière pour moi de penser mes livres, au sens où j'arrive avec le double boulet de femmes et de issus de l'immigration, et donc la question de la légitimité et l'envie d'être perçue comme légitime, elle est très forte. Et c'est vrai que je pense qu'une des raisons pour lesquelles L'Art de perdre fait 500 pages, c'est aussi ce geste de dire, voilà, en fait, je vais mettre un gros roman sur la table, vous pouvez pas le réduire à un témoignage, vous pouvez pas le réduire à... C'est un petit geste comme ça, intéressant, mais... et c'est une sorte de dire, je pèse dans le game, littéralement, quoi. Cette chose fait 1,7 kg, voilà. Donc oui, je pense que ça a joué pour moi. Une chose qui m'a rendue furieuse quand Hélène Salvi m'a contactée pour... en fait, c'est moi qui l'ai contactée. Mais donc j'ai reçu un mail disant qu'elle faisait cette enquête pour Mediapart. Et c'est que quand j'ai reçu ce mail, j'ai pensé très naturellement, oui, mais j'ai pas grand-chose à raconter parce que moi, je suis une épargnée. Et quelques heures plus tard, le fait de me dire que je pouvais penser ça, que j'avais tellement intégré la normalité des agressions sexistes dans ce milieu, que celles qui m'étaient arrivées, je les minimisais. Et que je me disais, mais il n'y a rien à raconter puisque c'est pas grand-chose par rapport à... J'ai vu rouge et du coup, j'ai dit à votre confrère féminine, comme dirait Emmanuel Macron, je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler, qu'on pouvait parler, etc. Et j'ai passé 2 heures à ne pas décolérer de ça et à lister en fait toutes les choses que j'avais considérées comme des choses normales, parce que j'étais une femme et que j'étais une jeune femme et que c'était des hommes, c'était des vieux hommes, etc. Et voilà, toutes ces choses minuscules qui faisaient que je considérais que j'avais été épargnée, parce qu'au fond, en fait, j'avais pas été violée, c'est ça que je voulais dire. Et c'est fou de me dire que, alors que je me pense féministe, j'ai intégré la normalité de ces micro-agressions, de cette hiérarchie, voilà.
Chloé, ça sera le mot de la fin, lourde tâche. Oh là, lourde tâche, mon Dieu, je ne vais pas partir sur une anecdote pourrie alors. Non, moi, c'est-à-dire que moi, la question a été posée très clairement parce que Aurélie Olivier, qui s'occupe des Parleuses, qui est un truc sur le matrimoine, sort à l'Arche à la rentrée ça s'appelle Lettre à une jeune poétesse. Elle a demandé à une quinzaine d'autrices et dramaturges d'écrire une lettre à une jeune poétesse. Donc la question de comment on s'inscrit aussi dans ce milieu misogyne ou pas s'est posée. Et donc je suis redescendue dans mes souvenirs aussi. Moi, j'ai eu du pot, mais ça s'explique. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce milieu, je venais des revues et de la poésie expérimentale. Donc là, la misogynie j'étais assignée à être là. J'étais à l'époque avec un poète devenu philosophe, un romancier. J'étais la femme de. Voilà, ça. J'ai commencé en même temps que Laure Limongi, qui elle à l'époque était avec un éditeur qui la faisait bosser gratos. Nous étions les femmes de. Donc il y avait ce truc-là. Et après, pour ce qui est des agressions ou des lourdeurs, dans mon premier bouquin, j'expliquais que je m'étais tapé 3 ans de bar à pute. Donc je peux vous assurer que le côté viens, je te fais les yeux d'où ma cocotte, oui chérie, c'est 2000 balles et je t'emmerde. Donc il y a eu très très peu de tentatives. Et après, quand je me suis retrouvée propulsée plus dans la République bananière des lettres, là, c'était sur le cri du sablier. Là, la pauvre enfant battue et le féminicide, on va quand même pas lui reluquer le cul. Donc, du coup, pour des raisons qui sont anormales, mais bon, je suis passée entre les mailles du filet. Et après, j'avoue que pour ma part, jamais eu de confrontation avec Et pourtant, j'étais chez un éditeur qui a été connu pour reluquer. Mais j'étais sa fille adoptive symboliquement. Donc, j'ai échappé aussi à ce truc-là. J'ai fini à l'achever comme tout le monde après, mais ça n'est pas passé par ce côté malsain-là. C'était malsain autrement. Et après, j'étais peut-être devenue trop grosse passagèrement, ou je n'en sais rien, mais j'ai pas eu ça. Ce que j'ai eu, par contre, c'est le décalage sur la promotion entre un objet d'homme et un objet de femme. C'est-à-dire que les tables rondes, en vérité, là, c'est une discussion et c'était par vous, donc j'ai accepté. Moi, les tables rondes à 3, je n'en fais plus depuis 12 ans. C'est fini parce que le modo qui donne la parole qu'au mec et qui pose les questions sur l'architecture de l'œuvre à l'homme et qui, quand c'est votre tour, vous êtes fâché avec votre famille ? Bon. Donc c'est là-dessus, le traitement, la réception, où effectivement nous ne pouvons être assignés qu'à la littérature de l'intime et à l'anecdote. Ça c'est sûr que voilà. C'est pas terrible comme mot de la fin. Non, mais on aura compris que voilà, ce que vous faites se situe bien au-dessus et bien au-delà de l'anecdote, et qu'il y a beaucoup de joie aussi dans tout ça. Donc voilà, pour prolonger ce grand moment de joie, je vous propose de poser des questions. Personne ? Si ? Alors là, nous découvrons le public composé à 80%. Bonjour. Je m'appelle Camille, je suis journaliste, c'est pas de bol, encore une pour vous poser des questions. Vous parliez à l'instant de votre rapport au milieu de l'édition et de ce qui avait pu se passer ces dernières années. Est-ce que vous voyez des choses changer dans ce milieu avec les auteurs et autrices que vous pouvez côtoyer, avec les éditeurs et éditrices ? Et si oui, qu'est-ce qui est en train peut-être de bouger ? Les choses sont en train de... Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que la République bananière des lettres est une sorte de Jurassic Park qui se situe dans une boule à neige qu'on secoue à tous les automnes. Et ouais, c'est un peu des rôles. Ils sont un peu empaillés tous. Donc je suis pas sûre qu'on... Non, mais peut-être que pour le coup,
les choses sont en train de bouger, au moins du point de vue, en fait plutôt du point de vue journalistique et du point de vue des critiques, et où justement quand va arriver le palmarès d'une rentrée littéraire, ça fait quelques années que les journalistes questionnent maintenant la répartition homme-femme, la répartition aussi entre blancs, bourgeois, racisés, issus de classes sociales différentes, etc. Que cette sorte d'homogénéité d'un certain palmarès, elle est plus considérée comme étant la norme. C'est pas parce que c'est eux les plus forts et les meilleurs qu'ils ont tous les prix, c'est parce qu'il y a une certaine forme de reproduction sociale qu'on questionne, et c'est quelque chose que vous faites notamment dans votre travail, Elisabeth. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, aussi très contente d'être ici. Donc ça, c'est en train de bouger. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui bougent pas et qui sont en fait et qui sont aussi tellement commercialement importantes dans le paysage littéraire que c'est difficile de faire sans. C'est-à-dire que les jurys des plus gros prix littéraires ne sont absolument pas paritaires. Non seulement ils sont pas paritaires, mais quand le jury Goncourt doit remplacer 2 personnes et qu'ils prennent en fait un homme qui est Pascal Bruckner en plus, donc il n'est pas n'importe quel homme par rapport à la question féministe. Et Camille Laurence, et qui le président du jury déclare après: on aurait aimé prendre 2 femmes, mais on les a pas trouvées. Mais en fait, appelez-nous, parce que on a quelques noms en fait à suggérer, quoi. Donc c'est cette idée, encore une fois, que c'est introuvable, quoi, que les autrices vraiment attachées à la littérature sont introuvables, parce qu'elles passent leur temps à raconter des anecdotes de l'intime, donc on va pas non plus les foutre dans un jury. Ça, ces choses-là, elles bougent pas, et c'est absolument désespérant. La différence en promo, elle bouge très peu. Aussi, ça prend un temps fou quand même. Et puis, tant qu'il y aura, en anglais, il y a cette expression que j'aime beaucoup, les silverback gorillas. Donc voilà, les vieux singes mâles avec le poil blanchi qui seront en poste de pouvoir. Il se perpétuera aussi une certaine manière de traiter les femmes qui rend après difficile le fait qu'on puisse même être considéré en fait par les jurés comme l'égal de nos confrères écrivains, en fait, parce que tant qu'on sera accueilli dans un salon ou dans une présentation au libraire par une remarque sur notre physique, puis une présentation de notre livre, on n'arrive pas à égalité, quoi. C'est ce que Despentes disait dans King Kong Theory: j'avance avec ma chatte au travers de la gueule. Si ça on pouvait arrêter, voilà, la vie littéraire serait plus facile, je pense. Bonjour, moi une question pour vous, Alice. Vous avez évoqué le fardeau que représente pour vous le fait d'être petite fille d'immigrés. Moi, je suis aussi une petite fille d'immigrés. Quelque part, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une richesse assez extraordinaire. C'est une ouverture. Alors, ça dépend comment c'est vécu, comment ça a été transmis quelque part. Mais même si moi j'ai réalisé ça, ce que ça voulait dire beaucoup plus tard que dans mon enfance, parce que mes grands-parents n'avaient qu'une idée, effectivement, c'était s'intégrer, donc n'ont parlé que français avec moi, etc. Donc ça, c'est un regret profond que j'ai sur le plan ne serait-ce que linguistique. Mais pour moi, je pense au contraire que c'est une richesse fabuleuse. Voilà. Alors, je pense aussi que pour écrire, à la fois cette histoire d'immigration et aussi cette position de femme, quand Chloé disait tout à l'heure, j'écris aussi de ma colère de femme, ma colère est une colère de femme. Moi, je pense beaucoup à Glissant. Glissant qui disait qu'en fait sa situation d'écrivain racisé, la situation des écrivains colonisés aussi, c'est des gens qui ont perçu que quand l'histoire s'exprime avec une voix unique, c'est toujours la voix du plus fort, et que donc un certain vécu d'une oppression, d'une disparition derrière le discours du plus fort va pousser à développer d'autres formes de récits, et notamment des récits qui soient plus polyphoniques. Et donc, pour moi, c'est une richesse. C'est évidemment une richesse en tant qu'écrivaine, mais ça n'enlève pas la peur de ne pas être perçue comme légitime. Enfin, ça va maintenant, je pense... j'ai fait la paix avec ça, même si j'ai toujours peur qu'à un moment donné surgisse quelqu'un qui me dise que je suis une imposture.
Mais oui, disons que je peux vivre avec les deux, avec cette sensation que c'est une richesse et qu'il reste des tas de manières de décrire et des tas de paysages à décrire qui n'ont pas été occupés par la littérature bourgeoise franco-française avant, et en même temps cette peur que ça me fasse paraître moins légitime parce que j'ai pas un nom à figurer dans la Blanche de Gallimard depuis des siècles et des siècles. Ce sera peut-être la dernière question. Bonjour. Ah, pardon. Okay. Non, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, la réponse à la précédente question, où vous disiez que, justement, ça avance, mais assez peu, enfin, assez lentement, en tout cas. Désolée, je suis un peu stressée. Et en fait, et ça va dans le même sens aussi où on voit dans les magasins ou sur les défilés de mode, etc., que le féminisme est repris et on le voit également partout. On va parler de féminisme partout. Mais je pense personnellement aujourd'hui, 4 ans après, qu'il faut vraiment être un homme pour penser que MeToo a tout changé. Je pense que quand on est une femme, on voit toujours au quotidien que c'est compliqué, que c'est plus que compliqué. On a toujours conscience qu'il y a une centaine de féminicides par an, etc. Et du coup, d'ailleurs, il y a eu des femmes qui ont témoigné récemment là-dessus, des militantes engagées vraiment, où il y a une espèce d'épuisement, où on se dit, ce qu'on fait, c'est vain. Et même si aujourd'hui, dans la presse, dans les médias, on parle de féminisme en permanence, ça avance très peu. Est-ce que vous aussi, de temps en temps, ça vous arrive d'être fatigué à ce niveau-là ou de perdre un peu espoir, et est-ce que ça joue sur votre travail ? Ah non, moi pas du tout, je suis extrêmement endurante. Donc quand j'ai un objectif... Non, je pense que oui, c'est épuisant, que quand on s'est tapé effectivement tous ces hashtags de suite à rebondissement, c'était dur. Oui, mais encore une fois, la situation est désespérée, elle n'est pas grave, et je suis intimement persuadée que la 4e vague va avoir un vrai impact sur la phallogocentrie. Donc du coup, non, je suis avec la foi. Quand on a la foi... Donc non, je ne fatigue pas. Et moi, je commence à fatiguer. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense aussi que, je ne sais pas, c'est comment toi tu as vécu, par exemple, le passage du roman à quelque chose qui est donc considéré comme un manifeste, et où tout à coup l'étiquette, elle change. C'est-à-dire que pour la première fois, avec Je suis une fille sans histoire, on m'a traitée comme une militante féministe et pas comme une autrice. Et en fait, l'accueil, il n'est pas le même. Non, vrai, et la violence des coups, elle n'est pas la même. Et en fait, je ne sais pas comment font celles qui s'exposent à ces coups à plein temps, parce qu'il y a une... En plus, je trouve qu'il y a une sorte de double injonction qui est très très dure. Enfin, à la fois, on se prend des choses très violentes dans la figure, et puis, en tout cas, moi, je porte en moi le truc de me dire, si je m'énerve, je vais apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que les femmes, et encore plus les féministes, sont hystériques. Donc, il faut que je reste extrêmement posée. Il faut que mon discours soit encore extrêmement construit. Il faut que je continue à prendre sur moi cet espoir que peut-être je pourrais convaincre l'autre, alors qu'en fait, je sais très bien que non. Et ça m'épuise, oui, tellement que je suis très contente de pouvoir rentrer chez moi dans ma campagne et ne parler qu'à mes tomates pendant quelques temps. Et ouais, moi je trouve ça dur, mais après le but c'est de tenir sur le long terme. Je pense que si je m'absente et si je prends ce temps, c'est pour pouvoir voir la 4e vague. Et on parle évidemment d'une 4e vague du Covid qui ne toucherait que les hommes. Et bien sur ces mots pleins d'altruisme, nous allons nous quitter. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci Elisabeth.